Est-ce qu'aujourd'hui, communiquer sur les réseaux sociaux, c'est un peu la nouvelle norme politique? Déjà, merci de l'invitation. Moi, j'ai accepté parce qu'on se connaît, parce qu'on a déjà fait des réunions ici et que, disons que j'attache de l'importance à tout ce qui est comité de quartier et à toutes les assos locales dans la ville. Je pense que c'est important, voilà, d'avoir à vous répondre. On avait déjà fait des réunions ensemble, notamment sur la sûreté, je me souviens, il y a quelques temps, parce qu'il y a des sujets dans le quartier. Mhm. Donc voilà, moi, c'est aussi pour vous expliquer un peu ma démarche et que je trouve ça important de se parler et de continuer à communiquer. Sur la médiatisation, disons que, et je trouve que ça se voit beaucoup en ce moment là sur les élections législatives, on a une sphère médiatique que moi j'estime à la fois déconnectée, qui mal informe souvent. Alors c'est pas toujours parce que les Mhm. journalistes sont, comment dire, sont vicieux, mais juste qu'ils n'ont pas le temps de bien faire leur travail le plus souvent, et parfois même qui désinforment. C'est ce que j'ai trouvé en tout cas sur par exemple le conflit palestinien. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un endroit qui fait qu'on ne peut pas se passer des médias. Moi, je pense qu'on a besoin de Mhm. médias indépendants. C'est pas grave s'ils ont une ligne éditoriale de droite ou libérale. Moi, j'ai Mhm. rien contre ça, mais on a besoin aussi des réseaux sociaux parfois pour faire émerger des vérités. Ça s'est beaucoup vu. Alors forcément, l'essentiel des Mhm. combats là, récemment, c'était sur la Palestine. Mais moi, je me souviens pendant mon mandat, la première utilité des réseaux sociaux, ça a été notamment sur la réforme des retraites, pour un peu contredire les discours un peu tout faits qu'on avait à la télé, de la part des chroniqueurs, de la part des Mhm. éditorialistes qui ont un avis, qui était plutôt pour la retraite, c'est leur droit. Le seul problème qu'on a, c'est quand on allume la télé, on a souvent les mêmes avis. Voilà. Et ça, c'est un problème. Tandis que les réseaux sociaux, on s'adresse directement aux gens et voilà, on défend un autre point de vue de manière plus efficace. Je mets juste un point d'alerte là-dessus. Mhm. Elon Musk, le patron de Facebook, autres, c'est pas non plus nos amis, quoi. Voilà. Mhm. Les réseaux sociaux, c'est à la fois une sphère un peu de liberté, mais c'est pas totalement nos amis. Et il y a plein de choses aussi qu'on doit prendre en charge, notamment le cyberharcèlement, etc. sur les enfants. Donc, faut toujours aussi. Moi, je pense pas non plus que les réseaux sociaux sont nos grands sauveurs. Ce que je préférais, c'est une presse et des médias d'information en continu qui respectent un peu plus la déontologie. Mais en attendant, voilà, il y a cette chose-là qui existe, qui est des réseaux qui nous permettent de faire valoir notre point de vue politique. Et en même temps, alors, on a l'impression que tu prends un certain plaisir à clasher. Il y a quand même des compilations des clashs de David Giraud. Si j'ai vu ça. Et il y a aussi des K-pop, alors, il y a des petites jeunes filles qui te mettent des cœurs. Ouais. Alors, comment tu prends ça? Alors, est-ce que tu te dis, bon, bah, ok, ça fait partie du jeu? Ou est-ce que c'est aussi un moyen de toucher les jeunes? Parce que dans le clash, enfin, moi, ça me fait penser à la culture hip-hop. Enfin, Ouais. le clash, c'est les rappeurs qui se clashent. Alors, est-ce que tu penses qu'en y allant comme ça, tu t'intéresses aux jeunes qui, on parle d'abstention, qui était quand même un des publics qui s'abstenait le plus? Moi, j'essaye toujours de toucher les gens. J'utilise les réseaux sociaux. Je recule pas devant justement tout ce qui peut être clash, etc. Par contre, j'essaye de me mettre une règle, c'est que c'est jamais la bagarre pour la bagarre, quoi. C'est jamais le clash pour le clash. C'est que derrière, il doit quand même y avoir à chaque fois des arguments politiques, parce que moi, je suis un élu. Je suis pas non plus, justement, je suis pas rappeur, je suis pas comédien. Je suis un élu, donc j'amène des éléments politiques. C'est-à-dire que quand par exemple il y a des montages sur la réforme des retraites, c'est quand même sur la réforme des retraites. Alors oui, des fois je vais sécher un adversaire parce qu'il va se retrouver à court d'arguments et du coup on en rigole un petit peu. Mais il y a ça. Je me mets une autre règle, c'est de ne pas déformer ce que disent les gens. Parce que vu que c'est des réseaux sociaux, on fait des vidéos courtes. Donc des fois, on ne peut pas mettre la minute 30 de parole de mon adversaire. Mais par contre, je fais en sorte de ne pas lui faire dire autre chose que ce qu'il disait. Ça, c'est une règle aussi que j'essaye de conserver. Et après, oui, on utilise ça pour toucher les gens, pour toucher le plus largement possible. On est une organisation politique. Et c'est vrai que j'ai vu très récemment les fans de K-pop, etc. Alors ça, c'était marrant, mais c'est pareil. Moi, je connaissais ça depuis quelques temps. Parce que j'ai des membres de ma famille qui connaissaient la K-pop qui m'avaient un peu montré. Et j'avais observé que pendant la campagne des présidentielles aux États-Unis, il y avait notamment un mouvement assez fort qui avait soutenu Joe Biden. Bon, malheureusement, Joe Biden, c'est pas non plus la panacée, quoi. Mais qui avait soutenu Joe Biden contre Trump et qui avait des réseaux comme ça de communication assez forts. J'avais remarqué ça à l'époque. Donc ça m'a fait rire de les revoir revenir en France. Mais c'est pareil, ils l'ont fait avec un argument. Ils se sont dit, bon, écoutez, vu que Jordan Bardella, ce type n'a aucune idée, il fait juste des edits TikTok où on montre qu'il est beau garçon, et ben on va faire pareil avec les gens de gauche. Du coup, ça me fait rire. Après, moi, voilà, je vois ça, ça me fait rigoler. Mais moi, je ferai jamais des montages de moi juste pour valoriser mon physique ou voilà. Moi, c'est pas l'intérêt. Moi, c'est quand même surtout pour faire de la politique et rester dans mon milieu qui est celui de la politique. Maintenant, les gens s'approprient ça, ça me fait rigoler, quoi. Le ton du clash, dernière question là-dessus, est-ce que c'est pas aussi pour exprimer quelque part la colère du peuple?
En fait, moi, j'ai toujours un parti pris, c'est, à part à quelques moments, j'essaye de jamais trop m'énerver. Par contre, c'est vrai que je suis piquant. Et je crois qu'il y a des gens, et c'est le cas beaucoup à Roubaix ou à Wattolo, il y a beaucoup de gens qui ont quand même envie qu'on exprime en face des chroniqueurs ou en face des types d'extrême droite ou autres, qu'on exprime une forme de radicalité. C'est-à-dire qu'on ne baisse pas les yeux devant eux. Alors ça peut passer par plein de moyens différents, ça peut être des coups de gueule, c'est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé contre Meilleur Habib, mais ça peut être aussi le fait de se moquer d'eux. Moi je trouve que l'humour est la meilleure des armes par exemple. Donc ça peut être l'humour, ça peut être le coup de gueule, ça peut être voilà, des arguments massus. Mais c'est vrai qu'il y a un besoin de radicalité, c'est-à-dire moi je ne suis pas un dirigeant qui me cache, j'ai des opinions politiques, je ne me camoufle pas, je serpente pas, et je pense que ça plaît à des gens qui voilà, ils se disent au moins avec lui, bon bah voilà, c'est David Guiraud, c'est son caractère, c'est son personnage, c'est ses idées, c'est la France insoumise, mais n'empêche qu'avec lui je sais où on va. Voilà. Je sais quels sont mes accords, je sais quels sont mes désaccords, et je sais quelle est la direction qu'il veut prendre. Parce que s'il y a un truc que je trouve insupportable, c'est les politiciens tu vois, qui sont toujours en train de parler pour te plaire, quoi. Voilà. Et ça, c'est insupportable. En plus, maintenant, les gens le voient parce que ça devient trop gros. Et puis, avec Internet, il y a toutes les positions de vote. Tout est public, donc on ne peut plus vraiment mentir comme avant. Alors, revenons entre guillemets à la politique. Manon Aubry qui fait 40% à Roubaix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis... je pense que ça veut dire que déjà, on a fait un bon boulot à Roubaix. La France Insoumise, je pense que c'est vrai que le fait d'être sur le terrain, de connaître les gens, il y a sûrement des gens qui se sont dit, bon bah voilà, eux au moins ils sont là, quand bien même on ne partage pas forcément toutes les opinions politiques, parce qu'à Roubaix il y a plein d'opinions politiques différentes, mais au moins eux ils sont là. Et puis je crois aussi qu'il y a quelque chose, un phénomène un peu national, un phénomène qui tient à la ville, c'est-à-dire que depuis les élections présidentielles, on voit que la France Insoumise, que la candidature de Jean-Luc Mélenchon, que ma candidature font quand même des gros scores. Donc je pense que la ville a en grande partie, mais pas toute, choisi comme option politique d'être, voilà, de trouver dans le vote insoumis, de trouver dans le vote de la France Insoumise un repère, une fidélité, je ne sais pas, c'est sûrement à eux qu'il faudrait demander. Mais voilà, il y a une petite, il y a une connexion qui s'est créée, un Roubaix entre nous et beaucoup d'électeurs, et c'est quelque chose de précieux. Et c'est aussi parce qu'on les défend, voilà, depuis les législatives, le reportage de M6. Typiquement, là, moi j'avais poussé un coup de gueule à l'époque pour défendre la ville, et je pense qu'un peu dans tous les quartiers de Roubaix, les gens peut-être me reconnaissent ça. Et c'est une bonne nouvelle. En tout cas pour moi, c'est encourageant. Et après, il ne faut pas considérer que les gens sont acquis. Maintenant, il faut aussi se dire que faut continuer dans cette lancée-là, ne pas changer, ne pas trahir les idées qu'on porte, et tout ça, ça reste un enjeu quand même. D'accord. Et puis, tu n'as pas caché non plus ton ambition des municipales. Il faut aussi le dire. Donc, tu le disais toi-même, tu as fait beaucoup de terrain. Qu'est-ce que ton mandat t'a appris, faire du terrain, d'aller au contact des Roubaisiens? Qu'est-ce que tu as appris en fait de cette expérience? Moi, j'ai développé une vision de mon mandat de député qui va un peu à rebours de ce qu'on nous dit en ce moment, c'est-à-dire que le député, c'est un élu national, ce qui est vrai, hein. Tu représentes la nation en fait quand tu es élu, tu n'es pas censé représenter Roubaix ou Wattolo, tu es censé représenter une partie de la nation. Et moi, je suis allé un peu en contresens de ça en me disant, mais même si j'ai pas le pouvoir localement, par exemple, de régler un problème d'appartement, d'humidité dans un appart, tu vois, ou parce qu'il n'y a pas de technicien qui est venu, ou avec les bailleurs sociaux, même si j'ai pas les pouvoirs de régler les problèmes avec la police municipale ou nationale, ou de trafic, etc., parce que c'est pas dans les attributions d'un député en soi, moi je vote la loi à la base. Je vais quand même le faire, c'est-à-dire je vais quand même m'y intéresser, et je me suis rendu compte que quand j'interviens, en fait, ça change des choses. C'est-à-dire même si j'ai pas le pouvoir en soi de régler les problèmes de moisissure dans les appartes des gens, mine de rien, quand j'interviens, des fois on n'y arrive pas tout le temps, hein, des fois on n'y arrive pas, mais des fois j'y arrive. Quand on relaie des préoccupations de sûreté ou de sécurité, des fois on voit que voilà, on échange avec les institutions et ça se passe pas trop mal, et moi je trouve ça important en fait. Je me sens utile, déjà, c'est pas rien, je me sens utile. Il y a Charlotte qui est juste là, qui est ma suppléante, mais qui a été aussi ma collaboratrice, qui a fait un énorme boulot justement au sein de mon cabinet là-dessus. Et c'est aussi comme ça qu'on prouve aux gens que la politique, c'est pas juste des paroles, même si c'est important les paroles, hein, le débat politique c'est important, mais c'est aussi des actes, des marques d'intention. Le fait de savoir comment vont les gens, voilà, quand il y a une naissance, un décès, c'est peut-être bête, mais pour moi ça joue. Et donc tout ça fait on essaye vraiment de s'ancrer localement et de créer des relations de confiance, de proximité, de fidélité à nos idées et à ce qu'on met en pratique.
À Roubaix, il y a 43% de pauvreté, il y a 30% de chômage. Que peut faire un député ou que peut faire l'Assemblée nationale? Que peut faire le nouveau Front populaire sur ça? C'est quand même des préoccupations voilà, des habitants, des constats qu'on fait depuis, ça fait des dizaines d'années, Ouais. que ça ne change pas. Comment on pourrait changer la donne à Roubaix? Déjà, le mieux, c'est de nous donner une majorité au niveau national. C'est-à-dire que la bataille qui se joue, elle se joue à Roubaix, elle se joue aussi au niveau du pays entier, parce que le but, c'est d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Donc en fait, on est 577 députés, la majorité, c'est environ 289. Il faut qu'on soit 289 élus, c'est le mieux. Nous, on a porté des combats pendant tout mon mandat. J'ai porté des combats. On était minoritaire. On n'était pas écouté ni par Macron, ni par les macronistes, mais je le dis aussi, ni par l'extrême droite. Quand on parle, par exemple, d'augmenter le SMIC, l'extrême droite non plus, elle ne suit pas. Mais ce que peut faire un député, typiquement, c'est quand tu as la majorité, tu votes des lois qui permettent de changer la vie des gens. Tu votes, par exemple, des lois qui permettent d'augmenter les salaires. Tu votes aussi parfois, pas forcément des lois, mais des budgets, parce qu'on fait le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, donc on gère les finances de la nation, quand on a la majorité, qui peuvent te permettre de dire, par exemple, moi, une des premières mesures qu'on prendrait, c'est d'augmenter les crédits qui sont alloués aux bailleurs sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux, ils sont un peu à l'os, c'est le cas de LMH notamment. Alors, c'est pas le cas de tous, hein, mais LMH a des grosses difficultés en termes de trésorerie, parce que les prix de l'électricité ont augmenté, donc quand tu dois payer les parties communes, etc., c'est compliqué. Et donc, par exemple, ils n'ont plus forcément assez d'argent pour faire intervenir des techniciens. Ils n'ont plus forcément assez d'argent pour faire des travaux de rénovation, etc. Des fois, ils délaissent aussi le quartier. Moi, je me suis un peu opposé à eux. Mais c'est vrai que tu te rends compte que ça manque. Rénovation thermique des bâtiments, par exemple, pour rénover les bâtiments, pour qu'ils soient aux normes thermiques, pour pas qu'il y ait de fuite, pour pas que ton appart il soit trop chaud l'été ou trop froid l'hiver, ça nécessite des travaux, ça tombe pas du ciel. Un député, ça peut voter ces lois-là, ça peut dédier ces financements-là, et c'est important. À la fois en création de loi, et à la fois aussi en termes de comment on répartit l'argent au sein de la nation. Nous, on estime que les plus riches de ce pays s'en sont mis dans les poches. Le nombre de milliardaires a considérablement augmenté, la fortune des milliardaires a considérablement augmenté, et nous en bas, à Roubaix ou à Wattrelos, l'argent il vient pas quoi. Nous on nous avait promis au début du mandat de Macron que c'était le ruissellement, c'est-à-dire si tu donnes aux très riches, ça va couler petit à petit sur les plus précaires. En fait, nous on n'a rien vu venir quoi. Chez nous, dans la 8e Circo du Nord, il y a rien qui est arrivé, ni pour les gens, ni pour les petites entreprises aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tu as aussi un phénomène de grandes entreprises qui captent l'argent et de petites entreprises, c'est-à-dire le boulanger du coin, etc. Quand tu parles 5 minutes avec lui, tu as bien vu que la hausse des prix de l'électricité, ça lui faisait très mal. Et que du coup, il y a des commerces qui ferment, que ça devient très difficile. Donc tout ça, c'est de la politique. Et donc ça se règle politiquement avec des lois. C'est pas toujours facile, mais tu as quand même moyen de faire pas mal de choses. Tu évoquais le budget. Comment t'expliques le fait qu'on soit toujours autant en dette, que les dépenses n'ont pas l'air de bouger, et pourtant que dans les hôpitaux, il manque d'infirmières, il manque dans les écoles, il manque des professeurs. J'ai vu passer ton intervention sur les niches fiscales. Est-ce que tu peux m'expliquer ça simplement en tant que face à un citoyen lambda qui ne connaît pas forcément tous ces rouages-là? C'est un peu technique, mais c'est ce que je me tue à expliquer depuis... En fait, si tu veux, l'État, moi ce que j'observe, parce que je suis en commission des finances, je l'ai été pendant 2 ans, et j'ai un peu fait mon boulot. Ce que j'ai observé, c'est que sur certaines recettes, donc sur certaines rentrées d'argent, l'État il n'a jamais été aussi riche. Par exemple, le premier impôt, c'est la TVA. La TVA, tu sais, c'est à chaque fois que tu achètes un produit, tu as un taux de TVA, en général c'est 5,5 ou un peu plus. 5,5 quand tu es plutôt dans l'alimentaire, mais tu peux monter à plus. Ces taux de TVA-là, ils ont pas changé, mais vu que les prix ont augmenté là, depuis 2 ans considérablement, quand tu touches 5% de TVA sur un paquet de pâtes à 10 €, tu rentres tant d'argent. Mais quand le paquet de pâtes il passe à 15, tu rentres plus de TVA. L'État aujourd'hui, par exemple, il n'a jamais récolté autant d'argent issu de la TVA. Il est richissime, 200 milliards d'euros. Et moi je me suis dit, c'est bizarre, il y a 200 milliards d'euros de TVA qui sont encaissés, mais dans le budget de l'État, on n'en retrouve plus que 100 milliards. C'est-à-dire qu'il y a la moitié du principal impôt de l'État qui a en quelque sorte disparu. 100 milliards, c'est énorme. 100 milliards, en fait, pour que les gens comprennent, si tu veux, le budget de l'éducation nationale, il est même pas à 100 milliards. Donc, ce qui te sert à payer tous tes profs et à faire toutes tes écoles dans le pays, c'est moins que cette somme-là. Donc, tu vois, pour que les gens se rendent compte un petit peu de la somme d'argent, parce qu'en soi, 100 milliards, ça peut tout vouloir dire. Donc, voilà, il manque 100 milliards d'euros. Je me suis dit, mais où est-ce qu'il est ? Et en fait, tu as 100 milliards d'euros qui ont été sortis du budget de l'État et qui ont été mis dans d'autres budgets, notamment celui de la Sécu sociale. Donc, tu connais la Sécu.
et des collectivités. 60 milliards pour la Sécu, 30 milliards pour les collectivités. Et pourquoi cet argent il est parti là et il ne va plus à l'État? Eh ben, il est parti là-bas parce qu'en fait, on a fait ce qu'on appelle des exonérations de cotisations sociales. En gros, c'était pour permettre au grand patronat de payer moins de charges. On appelle toujours les charges. Bon. Le grand patronat payait beaucoup moins de charges, on leur a fait des cadeaux fiscaux qu'on a fait financer maintenant avec directement l'argent de la TVA des gens. En gros, si tu veux, l'argent de la consommation populaire, il ne va plus dans le budget de l'État. Le budget de l'État, en fait, c'est un budget que tu redistribues. C'est-à-dire, à la fin de l'année, ça part dans les écoles. Alors après, tu peux faire n'importe quoi avec, mais de base, c'est quand même un truc qui est censé partir dans tes écoles, dans, je sais pas, dans le pouvoir d'achat, dans des mesures de soutien. Là, ça ne part plus là-dedans. Ça part juste pour compenser des cadeaux qui ont été faits aux plus riches dans d'autres budgets, celui de la Sécu et des collectivités, juste pour pas qu'ils s'écroulent. Et donc là, en fait, typiquement, tu commences à comprendre quand tu vois ça, comment ça se fait qu'on n'ait jamais collecté autant d'impôts, mais que ça ne revienne pas dans notre pouvoir d'achat à nous, au jour le jour. Et ça, c'est une politique, si tu veux, qui est récurrente. C'est-à-dire que tu as effectivement des niches fiscales qui sont pareilles, très difficiles à estimer, tellement il y en a. Il y en a des centaines de niches fiscales. Donc une niche fiscale, c'est quoi? C'est quand l'État te permet de ne pas payer un impôt. Typiquement, l'État va dire à une grande boîte, bon, bah, finalement, cet impôt-là, tu peux... Allez, mais c'est un manque à gagner, quoi. Tu vois, c'est un argent que l'État récupérera pas, donc c'est de l'argent en moins pour l'État. Et bah, ces niches fiscales-là, il y en a des centaines. Ça représente des centaines de milliards d'euros. Et l'État a tellement donné et tellement aveuglément qu'il n'est même pas en capacité aujourd'hui de te dire en fait vraiment où part l'argent. Et moi, ce que j'ai critiqué pendant des années, pendant tout mon mandat, c'est de dire mais attendez, moi quand j'entends Bruno Le Maire qui arrive à la télé, par exemple, le ministre de l'économie, qui dit on est à l'euro près, c'est-à-dire on est à l'euro près sur l'école publique, on est à l'euro près sur l'hôpital public, on est à l'euro près sur l'agriculture, sur tout ce que tu veux, on est à l'euro près, il faut faire des économies. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est même pas capable de savoir combien on donne aux grandes boîtes? Tout simplement parce qu'en fait, leur politique, c'est ça, c'est des cadeaux considérables qui sont donnés au grand patronat. Et en plus, avec l'argent de votre consommation populaire maintenant, c'est-à-dire avec un truc encore plus révoltant. Mais voilà en fait ce qui explique pourquoi tu vois ce décalage entre le fait que l'État ait rarement été aussi riche de son histoire et qu'en même temps, les gens ont rarement été aussi pauvres aussi. Bah, c'est parce que l'argent, il part soit dans les plus grandes fortunes, soit dans les plus grands groupes, dans les plus grandes sociétés. Parce que forcément, cet argent-là, il ne va pas vraiment... aux travailleurs, tu vois, qui sont là, qui ont une boîte, dans le bâtiment. Non, ça ne part pas là-dedans. D'accord. On est bientôt à la fin de notre entretien. Il y a donc le nouveau Parti populaire qui a sorti un programme. Ouais. Quelles étoiles les mesures les plus intéressantes dont tu voudrais parler là maintenant, par exemple? Nouveau Front populaire. Nouveau Front populaire, j'ai dit quoi? Parti. Pardon. Mais c'est pas grave. Non, Oui, c'est Voilà. pas grave. Ouais, on n'est pas c'est obligé un peu de... différent. C'est le bon nom. Pour moi, la mesure la plus importante, c'est le SMIC à 1006. Parce que vous allez voir dans les médias, on va vous dire c'est impossible, on peut pas, etc. Alors qu'en fait, si tu peux contraindre les grandes boîtes qui ont les moyens de payer le SMIC à 1006, et tu peux aider les petites boîtes, parce que c'est vrai que les petites boîtes, elles ont plus de mal à payer les gens. Tu peux les aider à faire payer correctement les gens. Pour moi, c'est une mesure, si tu veux, où tu inverses totalement la logique. Où tu dis maintenant, c'est pas on donne aux riches et ça retombe, c'est on donne aux plus précaires et ça remonte. C'est-à-dire, ça profite y compris aux entreprises, parce que quand tu gagnes un bon salaire, aujourd'hui au SMIC, c'est très difficile. Franchement, c'est très difficile. Moi, je vois des gens qui cassent le dos pour un SMIC. Vu l'augmentation des prix, en fait, tu te mets à tout compter, etc. Je parle même pas de ceux qui sont au RSA, etc., qui est encore pire. Moi, je pourrais aussi augmenter les minima sociaux, parce qu'il y a un enjeu de dignité, en fait. Mais quand tu gagnes ta vie au SMIC aujourd'hui, tu as du mal à nourrir tes gamins, ou alors tu dois te priver de vacances, tu peux plus aller une seule fois dans le mois au resto. Enfin, c'est ça la réalité des gens. Ici, à Roubaix, à Waterloo, c'est ça. Donc, une fois que tu leur permets de vivre bien, mais cet argent, ils ne vont pas le planquer. En fait, ils vont aussi l'utiliser pour se faire des petits plaisirs, etc. Et en fait, tu fais redémarrer l'économie comme ça. Les boîtes, leur carnet de commandes redémarre. Donc c'est vrai qu'au début, c'est un peu plus dur de payer tes salariés, mais à la fin, tu vends plus. Là, tu vends plus de services, les gens vont plus au resto, les gens vont plus au... Donc ça, pour moi, c'est une des mesures, je pense, les plus importantes. Maintenant, je trouve quand même qu'à Roubaix, une des principales mesures, c'est l'augmentation des crédits sur le logement social et sur le logement en général. En fait, on est dans une crise terrible du bâtiment. Ça ne construit plus dans le pays. Depuis là, ça construit très peu. Dans la métropole, on a un nombre qui est en train d'exploser de demandeurs de logement social. Et en fait, il n'y a plus de place. Et donc, à Roubaix, c'est encore plus grave parce que les villes aux alentours ne veulent pas des Roubaisiens. Donc, il y a plein de gens qui ont leurs dossiers qui sont bloqués aujourd'hui, qui sont dans l'attente, tu vois, qui ont des enfants, etc., qui sont beaucoup trop, qui vivent dans la promiscuité.
et qui ont besoin en fait d'un investissement massif dans le logement parce que sinon en fait ça te pourrit la vie. Et puis tu as des enfants, tes enfants ils ont envie d'avoir une chambre, ils ont envie d'avoir un peu d'intimité, enfin c'est bête mais c'est ça qui fait que tu vis correctement quoi. Et on est en train de priver des gens, notamment à Roubaix, de ça. Et ça je trouve que c'est pas tolérable. Voilà. Il y en a plein d'autres des mesures, je pourrais te faire tout le calendrier, mais moi c'est beaucoup quand même sur le social. Après, si je suis un peu taquin, je dirais aussi à la reconnaissance de l'État palestinien, parce que franchement, c'est des combats de ces derniers mois. Mais je trouve que vraiment sur le social, on a une urgence à Roubaix, parce que tu vois bien que moi, ce que me disent les banques alimentaires, le secours populaire ou autres, c'est que ça devient très dur, qu'eux-mêmes se mettent à devoir refuser des gens. T'imagines, t'es bénévole, t'es là pour aider les gens à se nourrir, et tu dois leur dire non, avec tout ce que ça implique derrière, c'est-à-dire des gens qui piquent des colères, avec des relations très tendues parfois avec des gens. Donc c'est assez préoccupant. Et d'ailleurs, le genre de mesures concrètes aussi qu'on avait proposé pendant le mandat, je le dis parce que ça avait été refusé par la majorité, mais par exemple, on avait proposé que les frais d'essence des bénévoles au Resto du Cœur ou autres, Resto du Cœur, secours alimentaire ou autres, qu'on paye leurs frais d'essence, juste leurs frais d'essence pendant qu'ils sont en mission. Et même ça, on leur a pas donné quoi. Sachant que les bénévoles de ces structures-là, c'est pas des gens très riches. Des fois, c'est des anciens qui étaient dans ces structures, qui étaient au Resto du Cœur ou autres, qui maintenant veulent redonner ce qu'ils ont reçu à leur tour. Donc même ça, en fait, on nous l'a refusé. Ça, c'est une des mesures aussi, c'est plus petit, c'est moins important au niveau du pays, mais qui permettrait aussi de donner un peu d'air aux assos, aux banques alimentaires, parce que nous, à Roubaix, on en dépend beaucoup, quoi. D'accord. Voilà. Est-ce que peut-être un dernier mot peut-être pour conclure? Ouais, moi je suis assez préoccupé en fait de l'ambiance dans le pays. Quand j'allume la télé, enfin je le fais assez peu maintenant, mais il y a quand même des discours qui deviennent extrêmement préoccupants et il y a une menace, c'est celle de l'extrême droite. C'est-à-dire que dans ma circonscription à moi, ok, à Roubaix on a fait des bons scores, mais à Waterloo le Rassemblement national il fait 44%. Donc faut pas croire que moi ma réélection elle est gagnée. Il faut pas que les gens dorment quoi. J'appelle les gens à se rendre compte que c'est important d'aller se mobiliser parce que dans toutes les circonscriptions de France, le Rassemblement national est en capacité de l'emporter. Et derrière avec toutes les mesures qu'il y a, alors ils en ont annoncé plein. Chenu qui est allé sur les médias pour dire la double nationalité c'est fini. Alors après il a rétropédalé, mais en fait tu sens qu'il va le faire pour les Algériens, Marocains, Tunisiens. C'est toujours les mêmes qui sont visés. Mais aussi, j'alerte les gens qui sont tentés par le Rassemblement national. Regardez bien ce qu'ils disent ces derniers temps. Ils sont déjà en train de reculer sur toutes leurs promesses sociales. C'est-à-dire, les amis, il va vous rester plus que le racisme. Parce que la retraite à 60 ans, Bardella a dit, l'abrogation de la réforme des retraites, pardon. Bardella a dit, on va voir ça dans un second temps. En politique, quand tu dis on va voir ça dans un second temps, ça veut dire je ne vais pas le faire. Je préfère être clair. Donc ça, hop, il le met de côté. Et il a mis de côté comme ça pas mal de mesures sociales qu'il avait promis, même des mesures, moi je n'étais pas d'accord avec, mais par exemple le fait de ne pas avoir d'impôt pour les jeunes qui bossent en dessous de 30 ans, c'est une des grandes mesures du RN, que moi je trouvais une arnaque, mais pour d'autres raisons, parce qu'en fait il y a peu de jeunes de moins de 30 ans qui payent des impôts, c'est surtout les plus riches. Mais bon, à la limite pour les jeunes travailleurs, c'est vrai que ça pouvait les concerner un peu. Pareil, ils reculent. Et ils sont en train de te servir la même soupe qu'on essaie avec Macron, c'est-à-dire ah oui, on a du déficit, on a de la dette. Ah oui, mais ça veut dire que tu ne regardes pas où va l'argent. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a de l'argent en fait, c'est juste qu'il ne part pas dans les bonnes poches. Mais tout ça, en fait, est en train de reculer chez le RN. Donc moi, je le dis aussi aux gens qui sont tentés par le RN, parce qu'il ne faut pas croire qu'à Roubaix, il n'y en a pas. Il ne faut pas croire qu'à Waterloo, il n'y en a pas. Vous êtes en train de vous faire plumer. Voilà. Si vous êtes un travailleur ou quelqu'un qui est aux minima sociaux ou un travailleur modeste, en fait, ça va être exactement la même. Juste par contre, il y aura beaucoup plus de racisme en plus. Franchement, c'est pas un modèle de société qui me donne très envie. Moi, perso, je trouve ça fatigant de détester tout le monde H24 et de porter le soupçon sur tout le monde. Je préfère une société où tout le monde vit dignement, tout le monde a les moyens de partir, de faire des petites vacances, de faire un petit plaisir dans le mois, de prendre soin de ses gosses et de ses anciens, et qu'on se regarde et qu'on vive dans une société un peu apaisée. Voilà.